C'est tellement absurde. Je ne vends pas d'armes à l'Ukraine. Il comprend bien que je ne vends pas d'armes à l'Ukraine, mais à des pays de l'OTAN. Il paie le prix fort, et je n'ai aucune idée de la manière dont elles sont ensuite distribuées. Dans ces conditions, comment peut-il concilier cela avec ce que son secrétaire d'État a déclaré sous serment devant le Sénat? Nous restons prêts à jouer tout rôle que nous pourrons jouer dans ce contexte pour contribuer à instaurer la paix, car nous pensons que la guerre en Ukraine, cette guerre dévastatrice, n'a pas de solution militaire. Elle ne peut être résolue que par la voie diplomatique. Et jusqu'ici, cela n'a pas porté ses fruits. Je qualifierais la situation de défi persistant. Cela étant dit, soyons clairs. Pour être justes et francs, nous ne sommes pas des médiateurs impartiaux dans cette guerre. Nous ne fournissons pas d'armes à la Russie, nous fournissons des armes uniquement à l'Ukraine. Nous n'imposons pas de sanctions à l'Ukraine, nous imposons des sanctions uniquement à la Russie. Nous avons donc clairement choisi un camp. Nous continuons d'ailleurs à vendre des armes à l'Ukraine via le programme PureL, sans que ce qui s'est passé au Moyen-Orient ou ailleurs n'y fasse obstacle. Et écoutez, nous aimerions voir cela aboutir à un règlement négocié. À l'heure actuelle, les perspectives ne sont pas très bonnes. Il a dit très précisément et explicitement « Nous vendons des armes à l'Ukraine par le biais du programme PureL ». Et ici, le président Trump dit « Je ne vends pas d'armes à l'Ukraine ». Enfin, c'est pour ça que je dis que c'est un discours d'une folie presque irréelle. Il y a la vidéo, elle est disponible. Je ne suis pas le seul à me souvenir qu'il a dit ça le mois dernier, et tout le monde va s'en souvenir aussi. Donc je ne comprends pas. Et si, d'accord, on regardait les choses sous un autre angle? Vous êtes Vladimir Poutine, vous êtes Sergueï Lavrov. Comment allez-vous traiter avec les États-Unis pour essayer de mettre fin à cette guerre? Eh bien, je pense qu'ils ont renoncé à la diplomatie. Encore une fois, ils espèrent que les Européens mettront fin au blocage de la diplomatie. Bien sûr, si les Américains veulent discuter, ils discuteront. Mais leur confiance dans une voie diplomatique, je pense, est morte après Anchorage. Du moins, voilà comment les Russes l'ont présenté. Les Américains sont venus avec une proposition qui impliquait certaines concessions russes. On ne sait pas clairement quelles étaient ces concessions, mais Lavrov et d'autres ont laissé entendre qu'ils étaient prêts à faire certaines concessions qui étaient douloureuses. D'après ce que j'ai entendu, là encore, je n'en suis pas sûre à 100%, les Russes étaient prêts à accepter une Ukraine qui rétablirait sa neutralité. C'était là encore le fondement d'Istanbul. Et concernant le conflit territorial qui en découle, ils seraient prêts à accepter le Donbass. Enfin, ils doivent avoir l'ensemble du Donbass. Mais pour Kherson et Zaporizhia, ils gèleraient les lignes de front là où elles se trouvent. Et c'était, d'après ce que j'ai entendu, la proposition américaine. Les Russes l'ont acceptée. Puis les États-Unis ont commencé à revenir sur l'ensemble de cet accord, et les Russes ont eu l'impression que les Américains ne voulaient pas réellement mettre fin à la guerre. Ils étaient simplement en train de sous-traiter cette guerre aux Européens pour les faire payer et en faire des États de première ligne. Ce qui, encore une fois, pourrait faire apparaître la poursuite de la guerre comme étant dans l'intérêt stratégique des États-Unis, dans la mesure où cela affaiblit davantage la Russie. Et surtout maintenant que sont envoyés des drones qui permettent à l'OTAN de frapper loin à l'intérieur de la Russie, cela lui donne une capacité supplémentaire d'affaiblir la Russie. Et en même temps, le conflit entre les Européens et la Russie ne fait que rendre les Européens plus dépendants des États-Unis et plus obéissants également. C'est donc ainsi qu'ils voient les choses aujourd'hui. Et ils ont observé la diplomatie en Iran, qui a été très trompeuse depuis le début. Il n'est pas nécessaire d'en dire davantage.
Je pense donc qu'ils s'attendent maintenant à davantage de diplomatie frauduleuse. Ils continueront donc à rechercher des gains territoriaux comme garantie d'une paix stable après cette guerre. Permettez-moi de vous poser cette question, parce que manifestement, cette information vient tout juste de tomber, donc j'y réfléchis en même temps que nous en parlons. Mais si je me place dans le rôle de l'adversaire, voilà comment je verrais les choses. La Russie, l'Iran et les deux conflits en question. Pour moi, compte tenu de tout ce qui s'est déjà passé, je pense qu'il est acquis que personne ne croit un mot de ce que nous disons. Personne ne fait confiance à une signature sur quelque document que ce soit. Point final. Donc je ne pense pas qu'il y ait la moindre confiance là-dedans. Et si l'un ou l'autre de ces deux pays était disposé à engager une quelconque diplomatie, ce serait seulement en se disant « D'accord, si on peut y mettre une forme de donnant-donnant ou obtenir quelque chose d'emblée, alors il reste peut-être une marge de manœuvre. Parce que s'ils fournissent quelque chose avant que nous fassions autre chose, alors peut-être qu'on peut, d'une manière ou d'une autre, s'en sortir. Mais quand on voit quelque chose comme ça, cette contradiction directe avec ce qu'ont dit le président et le secrétaire d'État, ce qui est évident ici, pour moi, c'est que cela dirait à la Russie, ça ne sert à rien de discuter. Si vous êtes l'Iran, ça ne sert à rien de discuter. Il va simplement falloir essayer de résoudre ça militairement, sur le champ de bataille, parce qu'ils ne sont même pas capables d'être cohérents dans ce qu'ils disent. Vous le voyez autrement. Non, je suis d'accord avec ça. Enfin, je peux ajouter un élément. Ils savent probablement que c'est faux, et Trump sait sûrement que les Russes le savent. Mais ils partent sans doute du principe que son principal public cible, c'est son public intérieur, parce qu'il leur a promis de mettre fin à la guerre en Ukraine, et qu'il a fait de la guerre en Ukraine une guerre de Trump. Autrement dit, les États-Unis restent très impliqués et vendent des armes. Comme l'a dit Rubio, ils poussent les sanctions aussi loin qu'ils le peuvent. L'objectif, c'est de briser la Russie, tout en faisant payer aux Européens la plus lourde part du fardeau. Donc, non. Mais là encore, ils se disent peut-être simplement que c'est destiné à son public intérieur, puisqu'il était censé être le président de la paix. Cela dit, je pense que c'est aussi problématique pour eux, parce que nous avons besoin, pas seulement aux États-Unis, mais aussi en Europe, d'une discussion plus honnête sur ce que nous faisons. Je veux dire, si vous êtes en Europe et que vous dites que l'OTAN participe aux frappes contre la Russie, c'est considéré comme de la propagande russe. Vous serez diffamé et censuré et vous aurez de sérieux problèmes. Mais nous n'acceptons pas notre propre rôle là-dedans. Je veux dire, le public américain devrait savoir que les États-Unis sont toujours profondément impliqués dans une guerre contre la Russie, un sujet sur lequel Tucker Carlson a récemment fait un excellent reportage. Et si nous devons le savoir, c'est parce que nous devons connaître le danger auquel nous sommes confrontés. Car à ce stade, les Russes voient une escalade de plus en plus forte de la part de l'OTAN, une implication de plus en plus directe de l'OTAN. Et puis, dans quelques mois, vous allez voir l'armée ukrainienne commencer à rencontrer des difficultés bien plus profondes sur le champ de bataille. Et à ce moment-là, les pays de l'OTAN vont de nouveau paniquer en essayant de ralentir l'avancée russe. Et ils pourraient alors faire quelque chose de stupide, comme aller encore plus loin dans l'escalade. Donc aujourd'hui, le principal défi pour la Russie, ce qui suscite le plus d'inquiétude, c'est comment rétablir la dissuasion. Parce que nous avons laissé l'OTAN aller trop loin. Je veux dire, les pays de l'OTAN peuvent frapper loin à l'intérieur de la Russie. Des pays de l'OTAN peuvent parler ouvertement de la nécessité de porter la guerre en Russie. Construisons des milliers de missiles balistiques et de drones à longue portée pour pouvoir frapper loin en Russie. Donnons-les à l'Ukraine en faisant comme si c'était des Iraniens qui les lançaient.
Ukraine pretend as if this are Ukrainians launching them. I mean, this is what we're doing. And Je veux dire, c'est ce que nous faisons et c'est très dangereux. C'est de l'auto-illusion. Les Russes doivent donc rétablir leur dissuasion, ce qui signifie qu'à un moment donné, ils doivent riposter contre l'OTAN. Nous nous engageons sur une voie très dangereuse. 2026 va être extrêmement dangereux. Et si l'on ajoute le chaos en Iran, une possible énorme crise économique qui frapperait plus tard cette année, il va y avoir beaucoup de comportements, et vous savez, imprévisibles. Nous devrions donc avoir une discussion honnête sur notre propre implication dans cette guerre contre la Russie depuis 2014. Mais nous ne l'avons pas. Et je pense que les Russes s'inquiètent sans doute un peu de voir Trump servir aussi ses idées délirantes à son propre public intérieur. delusional stuff to his own home audience as well.